Je regardais la télé avec ma fille. D'accord. Et elle m'a dit, tu dois te lever, aller chercher du travail, je veux plus de toi d'ici. Il m'a insulté. Qu'a-t-il dit, par exemple? Salope, Oui. poufiasse, tu fous rien. Donc, insulte. Il m'a poussé, après il m'a tiré les cheveux et il m'a donné un coup de poing à la bouche. D'ailleurs, j'ai des marques, ça a saigné. Et après, je continue à crier et il m'a mis sa main sur la bouche pour m'empêcher de crier. Il me tenait avec ses jambes. Il me serrait. Et là, il giflait. Il me dit, tu arrêtes de crier comme ça. Et moi, j'arrête. Mais il n'y a pas eu de menaces par la suite? Les menaces, il me dit tous les jours les menaces. Si jamais je rentre en prison à cause de toi, je sors. Je te mets une balle dans la tête. Ça, il le dit. Il le dit tous les jours. Souffrez-vous de... Bien sûr, j'ai mal. D'abord, ma tête. D'abord, ça se passe à l'intérieur de ma tête, puisque ça dure depuis longtemps. J'en peux plus. D'accord. Et le point de vue physique? Là, c'est physique. Moralement et physiquement. Nous allons tenir compte là. Est-ce que je vous fais mal? Oui, là. Ça date pas d'aujourd'hui, ça? Non. Ça date de quand? Avant-hier, il y a 2 jours. Donc il y a une échymose sur la racine des cheveux. Ça. C'est d'aujourd'hui, ça? Non. Il y a quelques jours. Quelques jours. Et ça, c'est plus récent, bien? Non. Ça, c'est qu'il y a quelques jours. Hein. Et ça? Il y a aussi quelques jours. Bon, tout ça. Et ça? La celle d'aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est d'aujourd'hui. Ça, c'est quoi, ça? Je me suis... Oui, c'était quand, ça? C'est au mois de décembre. Pourquoi vous avez fait ça? J'en avais marre. Et j'avais personne pour Et m'aider. vous avez vu quelqu'un après? Police secours, bonsoir, j'écoute. Police secours, bonsoir. La police, j'écoute, madame. 83 de PS 75. 18e arrondissement, 131 rue des Poissonniers. C'est une femme battue qui m'appelle et me dit que son mari serait parti mais il compte revenir et elle est blessée. Oui, la police, j'écoute, madame. C'est porte-face, hein, c'est ça? Allô? D'accord, bon, vous restez chez vous, vous n'ouvrez pas la porte? Il faudra que vous êtes madame. Attention de TN19, le 3, avenue Mathurin, pour un différent familial. Oui, police secours. Attends, il est en train de me frapper. 82 rue de... Ouais, il commence à me frapper. Allô? Je suis malade, m'attends un petit peu. Ouais, il va en tôle. Vous êtes à quelle adresse, madame? Attends. On vient vous voir, madame. Non, vous venez pas. Mais réfléchissez, je voudrais que vous... Non, moi je ne réfléchis pas, on vient vous voir. TN 84 à l'intention de TN 12 pour une femme battue par son concubin. Oui, police secours. Vous êtes à quelle adresse? Avenue de la Porte des Lilas. D'accord, le code en bas. Police secours, bonsoir. Vite, parce que c'est grave, là, il faut... D'accord, le code en bas. 42 810. D'accord, on arrive. Oui. Au revoir. Merci. TN 84 de place 75. Pour une bagarre familiale, c'est l'enfant de la famille qui nous appelle. Chaque jour à Paris, Police Secours reçoit 450 appels urgents. 1 sur 4 concerne un différend familial. Bien souvent, il s'agit d'une femme battue par son mari ou son concubin. Troisième porte gauche. Pour ça? Troisième porte gauche? C'est mon ami, et chaque fois qu'il voit, il me menace, c'est lui. Avant-hier, il m'a pris un couteau pour m'égorger. J'ai rien fait, je l'ai bien rendu. Il est rentré, il m'a dit, je te défonce la tête. Je dis, j'ai appelé les polices. Il voulait prendre tout à la maison, il m'a dit, bon, je prends tout. Vous êtes marié? Non, on n'est pas mariés. Bon, j'ai bu, c'est vrai qu'elle a raison, ma femme. Moi, je m'énerve, mais on a eu juste des paroles, comme ça. Hein, Il n'y a pas eu de coup d'échange? Ah non, pas du coup, demandez à Joséphine. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez ici? Oui, j'habite ici, maintenant. Le bail est à quel nom? Ah, voilà. Donc sinon, permis de conduire, c'est bon, le passeport. La dame, ce qu'elle désire, c'est que vous partiez d'ici. Oui. Vous allez quitter l'appartement, prendre vos affaires et vous revenez pas. Sinon, elle déposera plainte. Vous avez les clés d'appartement? Non, je vais redonner. C'est sûr? Oui, non, je vais redonner. Vous avez combien d'enfants, madame? 5. Par contre, ce que vous pouvez faire demain, c'est les déposer une main courante. Si J'ai jamais déjà après, déposé à Saint-Denis déjà aussi, oui, parce que c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Un jour. Tout à fait.
Bon, au revoir. Vous avez téléphoné sans qu'il s'en rende compte, c'est ça? Oui, c'est mon fils qui est allé parce qu'on ne pouvait pas téléphoner ici. Parce qu'il m'a dit qu'il casse le téléphone. Alors, mon fils est descendu en bas, dans la cabine, sans lui rendre compte. Tu dis ça tout le temps. Chaque fois tu me dis tu arrêtes de boire, je te pardonne. Après tu recommences les mêmes conneries. Non. Franchement, là, c'est bon. J'ai ras-le-bol. On reste d'amis, on s'est séparés comme ça. Il n'y a pas de problème. On reste comme ça. 19 pour de la 21 CI, 21 Alpha pour un véhicule dominant. Attention, TN19, le bâtiment Bravo, 4e étage, porte face, pour un différend familial. Ouais, sur place, 11 et en estime. Vous me redonnez le code et l'étage, SVP? Bonsoir, madame. La personne est partie. D'accord. Et là, il est parti il y a combien de temps à peu près? Il y a 10 minutes. T'es un peu choqué? Ouais, un peu, oui. Je me suis beaucoup énervée. Parce que j'ai déjà vécu ça avec le père de mon fils et ça m'a... Donc, tu vas remettre ça une deuxième fois. Ouais, ça m'a un peu... C'est assez terrible. Et il était en quel état? Il avait bu, non? Non. C'est juste, indifférent. Puis ça a été... il m'a craché dessus et tout. Enfin, il m'a donné un gros coup sur la tête. Ça m'a fait vachement mal. Et puis bon, j'ai réagi. Et j'ai réagi d'une façon... un peu... je me suis fort énervée, quoi. C'est pas normal. Pas vraiment. Nous, on va rentrer au commissariat faire un rapport de police. Et puis, demain, déposer plainte. D'accord. Pour qu'il y ait des suites, quand même. D'accord. Et là, de toute façon, pour ce soir, j'ai un verrou intérieur. Ouais, il ne peut pas rentrer, lui. Non, il n'a pas l'accès. Il n'a pas l'accès. Après chaque intervention, la police fait un rapport, mais bien souvent, il n'y a pas de suite. Elles sont rares, les femmes qui osent franchir la porte d'un commissariat pour porter plainte. Pourtant, depuis 1994, la loi les protège. Le nouveau code pénal considère comme une circonstance aggravante le fait que l'auteur de violence soit un conjoint, marié ou non. Même si l'on constate une augmentation des plaintes déposées, le silence reste la règle. Bien souvent, quand on arrive, l'auteur des violences a déjà quitté les lieux. S'il avait été là, par exemple, l'auteur de ce soir? On l'aurait interpellé, on l'aurait conduit devant l'officier de police judiciaire qui aurait fait une procédure judiciaire pour violence sur conjoint ou concubine. Il aurait été placé en garde à vue. C'est justement après la garde à vue de leur conjoint que bien souvent, les femmes retirent leurs plaintes. Les plaintes sont peut-être moins retirées qu'avant, ce que je considère comme étant une bonne chose. Cela démontre que, sans doute, l'encadrement, l'accès aux droits des femmes s'est amélioré. Si il nous apparaît que le retrait de la plainte provient d'une menace, à ce moment-là, nous poursuivons quand même. Menaces de mort, isolement, il faut parfois des années avant que les victimes osent briser le cercle de la terreur. Roselyne a vécu un véritable calvaire avant de porter plainte contre le père de ses enfants, un musicien latino-américain. Cadre supérieur dans une entreprise, elle a décidé de rompre le silence. Elle témoigne pour toutes celles qui ont peur de parler. En fait, mon histoire, elle a commencé de façon très classique. J'ai rencontré cet homme lors d'un dîner avec des amis. C'est allé très vite parce qu'en fait, il était libre, moi aussi. Il avait un pouvoir de séduction énorme sur l'environnement. Les personnes de ma famille qui l'ont rencontré l'ont trouvé absolument extraordinaire d'entrée. Il avait un pouvoir de séduction qui agissait sur tout le monde. À aucun moment, j'ai senti qu'il avait cette violence en lui ou qu'il allait devenir violent. On a vécu sans problème particulier comme ça pendant près d'1 an, en fait. J'étais enceinte du premier enfant. Bon là, ça se passait toujours très bien. Il était présent à chacune des visites pour poursuivre donc la grossesse. Tout est allé très bien jusqu'au bout, quoi. Mais vraiment jusqu'à la naissance de l'enfant, donc en avril 97. Je suis rentrée de la maternité et 2 jours après, en fait, il me frappe violemment, il me gifle violemment, plus exactement, parce que j'avais payé la redevance télé. Enfin, c'est parti comme ça, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Mon fils avait 10 jours, j'ai rien compris, j'étais complètement atterrée, hébétée.
Et puis, bon, lui, par contre, bon, on m'a dit, voilà, c'est la première fois, ça se reproduira pas, je me suis emportée. Bon, alors, ok, bon, je me suis emportée, d'accord. Donc, j'excuse, quoi, entre guillemets. Je dirais que ça n'a jamais cessé à partir de ce moment-là. C'est allé crescendo à la fois dans la violence en elle-même et puis dans la fréquence. Donc là, c'était au départ tous les 15 jours qu'il se passait quelque chose pour lequel je devais recevoir des coups. Et puis après, c'était tous les 8 jours, et puis tous les 3 jours, et puis après, ça a été quotidien, quoi. Et là, c'est à ce moment-là que c'est devenu insupportable. Donc j'ai subi en août 97 des violences vraiment graves, dans le sens où il a passé toute une nuit à me frapper, à me taper dans le thorax, dans les bras, dans les jambes. Il m'a cassé une planche à découper en bois sur la tête. Il m'a demandé cette même nuit-là de monter dans la baignoire. Il était muni d'un câble électrique et là, il me disait « monte dans la baignoire, je vais te tuer », etc. Bon. Toute une nuit. Hein? Qu'est-ce qu'on va manger? De la crème à la vanille. De la crème à la vanille. Les lendemains de violence, c'était un peu une lune de miel, quoi. C'est-à-dire que je rentrais, le repas était prêt, mon fils était rentré de la crèche parce qu'il était allé le chercher, et puis il me disait, bon, t'inquiète pas, je t'aime, on va se marier, on va vivre heureux, on aura 5-6 enfants, et... Je suis incapable de vous dire ce qui pouvait déclencher sa violence. Parce que c'était impossible de gérer tout ce qui pouvait le mettre dans cet état-là. C'était impossible. Que ses vêtements soient prêts, que la cuisine soit bonne. J'arrivais plus à faire face. J'étais complètement prostrée, annihilée et complètement anéantie. Et j'étais plus... Ouais, j'allais dire, j'étais proche de l'état de légume, quoi. Moi, cette période de violence, en fait, elle a duré presque 1 an, quoi. Pour pouvoir porter plainte, Roselyne fait établir un certificat médical. À Paris, le service médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu réalise chaque année plus de 1000 certificats médicaux pour des femmes battues. Carole a 20 ans, elle vient de porter plainte au commissariat. Bonjour. Bonjour. Vous avez été agressée quand aujourd'hui? Aujourd'hui à 2h du matin. D'accord. C'était chez vous? Chez moi, oui. Par quelqu'un d'autre entourage? Par mon ami. D'accord. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Depuis 4 mois, je suis avec lui. Et ça s'est passé dans quelles circonstances? J'ai invité des amis chez moi et mon copain, ça ne lui a pas plu. Parce qu'il veut que je vive toute seule qu'avec lui. Il n'a pas pris de médicaments? Non, pas du tout. De toxiques? Non. Et il vous bat régulièrement ou c'est la première? C'est la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez reçu des coups de poing, des coups de pied? Un coup de poing, j'ai reçu. Au niveau de l'œil droit, là? Voilà. Au niveau de la nuque, ça va? Ça va. Au niveau de mobilité, choses comme ça. Vous ouvrez la bouche, vous la fermez, merci. Pas de douleur, du tout. Détendez-vous, au câlin. Ça va là? Oui, ça va. N'artérise pas trop? Non. Il est vraiment important que le certificat initial soit établi le plus vite possible. Même si c'est un médecin traitant qui le fait, il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est que les descriptions des lésions soient faites de façon rigoureuse et précise. Ce qui est regrettable, souvent, dans les problèmes de traumatisme chez la femme battue, c'est que les certificats sont faits tardivement. Donc, on observe nettement moins de signes. Le schéma idéal, c'est bien sûr, 1, aller porter plainte au commissariat, 2, venir nous voir avec la réquisition, ici, où nous les prenons en charge immédiatement. Examen ophtalmologique, radiographie. Après 5 heures d'attente, Carole est reçue par un second médecin qui établit la clé du certificat, le nombre de jours d'ITT. ITT, ça veut dire incapacité totale de travail. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec le travail. C'est une notion de droit pénal. Un jour d'ITT, pour la justice, c'est un jour où l'on ne peut pas faire les gestes élémentaires de la vie courante. C'est-à-dire que l'on ne peut pas se laver, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas se nourrir. C'est-à-dire qu'un bébé de 6 mois ou un vieillard de 95 ans qui ne travaille ni l'un ni l'autre ont droit à des jours d'ITT. Et donc là, en l'occurrence, je vais vous mettre 2 jours d'ITT.
Ces 2 jours d'ITT que je vous mets, c'est toujours sous réserve de complications. Maintenant, 30% des femmes battues reçues à l'Hôtel-Dieu repartent avec un certificat médical comportant plus de 8 jours d'ITT. Les blessures constatées sont presque toujours les mêmes. Pour la police. Il s'agit de lésions sur les parties découvertes du corps, le visage, les membres, le cou. Alors que les régions couvertes, notamment l'abdomen, sont beaucoup moins fréquemment atteintes. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des hommes battus? Effectivement, il nous arrive de recevoir des hommes battus. On a à peu près 10% de personnes pour des violences conjugales portées par des femmes. Chez les hommes, on a davantage de traces de morsures, la femme mord. C'est des coups au niveau des membres inférieurs, c'est des coups effectivement, souvent un coup de pied bien envoyé dans les parties génitales. Il y a peu de lésions au niveau de la face. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'homme est en général plus grand que sa femme? C'est possible. Cet événement, ça aura beaucoup changé de choses. Maintenant, je vais rester toute seule pendant longtemps, voilà. Je vais le retrouver et je vais aller jusqu'au bout de la procédure, voilà. Pour que les hommes y comprennent qu'ils n'ont pas à faire ça. C'est trop une fois déjà. Pas 2, pas 3. Même pas une fois, il fallait même pas. J'aurais jamais pensé qu'on m'aurait frappé dessus, quoi. Quand on aime quelqu'un, on frappe pas sur sa femme ou... Sinon, on l'aime pas. C'est à l'insu de son conjoint que Roselyne a fait établir son premier certificat médical. Elle profite d'une visite obligatoire chez le pédiatre de son fils qui lui donne 10 jours d'ITT. J'ai resubi d'autres violences peu de jours après. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me réveille, il faut que j'ai ce sursaut. Et j'ai profité d'une absence de sa part. Il devait aller faire une course, il devait s'absenter 1 heure. Et là, j'ai pris un grand sac de voyage, j'ai mis toutes les affaires que je pouvais dedans. Et puis, je me suis enfuie et j'ai pris ma voiture. J'ai pris la première autoroute qui se trouvait près de chez moi. Et j'ai atterri à Rouen. Et je me sentais très perdue, j'étais très angoissée en plus à l'idée qu'il puisse me retrouver. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a faite après mon départ, c'est de téléphoner dans tous les hôpitaux de la région parisienne. C'est ce qu'il m'a dit après pour savoir si j'y étais. Donc à Rouen, j'avais bien pris la précaution de me faire enregistrer sous X, quoi, et de dire... l'assistante sociale s'est occupée de l'anonymat de mon hospitalisation. Sur le certificat du médecin légiste, j'ai à nouveau 10 jours d'ITT. Donc en fait, il y a 1 jour d'intervalle entre le premier certificat et puis le deuxième où j'ai à nouveau 10 jours. Donc 10 plus 10. Et puis, donc là, à l'hôpital, bon, on me dit, on ne peut pas vous garder, où est-ce que vous comptez aller, etc. Donc là, j'avais téléphoné à ma meilleure amie qui habite Nantes et je me suis réfugiée chez elle. J'avais surtout besoin de me réalimenter, de reprendre des forces et puis de me reposer parce que c'était clair que des nuits entières à être battue, je dormais 1 heure avant d'aller travailler et ensuite j'allais travailler. Donc j'avais vraiment beaucoup de repos à récupérer et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ce mois et demi, puis de voir comment j'allais pouvoir organiser mon retour sur Paris. Et là, parce que là se posait la question de mon emploi, quoi. Je n'allais pas me retrouver sans emploi dans une période psychologique dans laquelle j'étais. Ça aurait été vraiment catastrophique et peut-être sans retour, quoi. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, le travail fait partie un petit peu ça a fait partie de la thérapie, quoi. Donc là, je décide de réintégrer mon pavillon, sachant que j'en suis propriétaire et puis je ne pouvais pas habiter ailleurs. Mon fils gardait dans une crèche à Asnières, je ne pouvais qu'habiter à Asnières. Lui, me garantit que ça a été une sacrée leçon, que je sois partie pendant 1 mois et demi, qu'il n'allait plus jamais recommencer ça. Et il a joué sur la corde sensible en disant mais ton fils ne peut pas grandir sans père, c'est pas possible. Je me dis bon oui c'est vrai et puis il faut lui faire un petit frère parce que cet enfant-là il peut pas vivre tout seul, c'est pas possible, c'est un enfant tout seul ça n'a pas de sens, etc. Donc je suis encore fragile psychologiquement, même si j'ai repris des forces, je suis très fragile psychologiquement à ce moment-là et je me retrouve à nouveau coincée, quoi, entre guillemets, et à nouveau dans le cercle. Mais sauf que là, bon, même si je suis enceinte de mon 2e enfant, et quand je vois la violence redémarrer, là j'ai arrêté net. Je suis partie sans rien. Peu avant la naissance de son premier enfant, Roselyne décide d'acheter un pavillon. C'est elle qui finance entièrement l'opération.
À la demande pressante de son conjoint, elle accepte de lui faire don d'un tiers de la maison. Un acte de générosité qui s'avère aujourd'hui fatal. Depuis que je me suis enfuie de cette maison, c'est lui qui l'habite. Et en fait, je ne peux pas y entrer actuellement. Il a changé les serrures. Et là, il y a des cadenas qui sont apposés sur la porte, les portes. Et il est seul à posséder la clé. J'habite 2 rues plus loin. J'habite à 100 mètres d'ici. Dans un logement donc, que j'ai loué et pour lequel je ne peux plus payer le loyer, et ce depuis un petit moment, puisque je rembourse les traites de mon pavillon dans l'espoir de le réoccuper un jour. Et en fait, donc ça a conduit à la situation d'expulsion de l'appartement que je loue pour non-paiement des loyers, et la dette s'élève à 100 000 francs. Alors moi, ce que je veux maintenant, c'est réintégrer ce pavillon, puisque c'est ma propriété. J'ai mes 2 enfants à charge, mais mon problème, c'est comment faire pour y être en sécurité. C'est lui, l'ex-conjoint de Roselyne. Appelons-le Eduardo. S'il vous plaît, pourquoi vous filmez? Attention, appelle la police! J'ai le droit de filmer dans la rue. C'est une femme psychopathe. Si vous analysez bien ce qu'il fait, tout ce qu'il montre, révisez bien le dossier, toutes les plaintes qu'il fait, sans que je même pas je le vois cette dame-là. C'est des plaintes de coups et blessures. Mais ce n'est pas possible. Les médicaux, ils sortent d'où, monsieur? Voilà, c'est ça qui les met. Vous voyez comment elle est arrivée à vous convaincre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? ¿Usted sigue viviendo en esa casa? Je suis victime, oui, je suis victime de tout ça, parce que c'est ma maison aussi. En cas de violence conjugale, il faut distinguer, pour l'attribution du domicile du couple, 2 cas de figure. Soit le couple est marié, soit il ne l'est pas. S'il n'est pas marié, alors là c'est très simple, la loi ne prévoit absolument rien. Si on prend le cas d'une femme concubine, propriétaire d'un pavillon et qui s'enfuit avec ses enfants, a-t-elle une chance de récupérer un jour son pavillon? Non. Un jour, bien sûr, mais au terme d'une très longue procédure de partage du bien indivis. Donc ça, c'est une très longue procédure devant le tribunal de grande instance, c'est très lourd. En cas d'urgence, elle n'a aucune chance de le récupérer. Elle est obligée de partir. Ces femmes ont toutes été victimes de violences conjugales. Chaque mois, elles participent à un groupe de parole dans le centre où elles ont trouvé refuge. Elles ont accepté d'être filmées à condition d'être masquées. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez décidé de parler de la violence, l'amour, et il dit qu'il m'aime et il me bat. Je doute parce que je sais que quand il parle, il est sincère, mais en fait, il n'y arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à tenir ses promesses. Quand il y a la violence comme ça, il n'y a plus d'amour. Moi, je dis, il est toujours sur la même personne. C'est une sorte d'impuissance, je pense. Une sorte d'impuissance. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous avez eu peur de mourir? Oui, tout à fait. Qu'on resterait paralysé, ça j'ai peur. Très peur. Eh oui. Quand c'est vraiment de trop, eh ben on est obligé de partir. Pour pas qu'il y ait des choses qui vont empirer, quelque chose qui... On pourrait dire un meurtre, vraiment prendre un couteau, l'empoigner avec la haine, il faut mieux pas, quoi. C'est pour ça que partir, sauver, partir. Voilà. Tu peux tuer, tu peux faire des choses qui personne qui peut imaginer. La seule solution pour moi, c'est de me rabaisser, quoi. Quelque part, bon, bah, j'ai honte parce que j'ai envie de me révolter, quoi. Donc, je vais me révolter à l'intérieur, quoi. Mais souvent, moi, j'ai essayé de me défendre et j'ai pas pu, quoi. Donc, dans ces cas-là, bah, vaut mieux se laisser faire, quoi. Il y a aussi la violence sexuelle. Il en arrive jusque-là aussi, parfois. À faire des choses à sa femme que sa femme ne veut pas faire. Elle a le droit de dire non, mais non, il y a aussi la violence sexuelle. Ouais. C'est l'homme, quoi. C'est l'homme. Donc nous, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire non. Tu te tais. Et tu tapes, et tu casses, et fait ce qu'il veut après, puis voilà, quoi. On n'est même pas en sécurité de son mari. Parce qu'on a la crainte à chaque fois
qu'est-ce qui va se passer, on va se retrouver comment le lendemain, plein. Et ceux qui comprennent, ils se sont tapés. On tape pas les chiens. Les chiens, on ne le tape pas. Les animaux, on ne le tape pas. À Belfort, l'association Solidarité Femmes accueille des femmes battues en urgence et pour une durée maximale de 6 mois. L'hébergement s'effectue dans des appartements disséminés dans la ville, avec 2 règles obligatoires, ne pas communiquer l'adresse des logements et ne pas recevoir d'hommes. Sylviane et Florence ont accepté de retirer leur masque pour témoigner. T'as réussi à bien t'intégrer dans l'appartement, tout ça? Oui, ben il faut, oui, ben c'est sûr pour ça. Oui, je me suis bien intégrée, pas trop mal, quoi. Ouais. C'est pas terrible, j'aime pas trop le quartier, moi, ici. Pour l'éducation des enfants, je vois mal vivre ici, quoi. Donc j'ai fait des demandes de logement, mais en dehors des résidences, quoi. Ouais. Sinon, au niveau des écoles, bon, bah, c'est... Je sais pas ce que t'en penses. Ben, moi, elle est satisfaite, ma grande fille. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais. On verra par la suite, quoi. Mère de 2 enfants, Sylviane est originaire d'un village proche de Belfort. Quant à Florence, elle a traversé toute la France avec ses 4 enfants. C'est la première fois que tu quittes ton mari? Non, c'est pas la première fois, ça va faire la 5e fois. Donc je pars. Ouais. Ça fait la 5e fois et puis bon, bah c'est... J'espère que ça sera la bonne, quoi. Ouais. Et sinon, toi, ça fait la première fois que tu pars? Moi, oui, c'est la première fois que je quitte le domicile. Mais bon, j'étais partie... Bon, j'ai découché comme plusieurs fois quand même, mais une nuit seulement. Et je revenais le lendemain. Mais j'ai pris la décision, c'est la seule fois où j'ai pris la décision n'était précise de partir, quoi. C'est dur de quitter le domicile, quoi, malgré tout ce qu'on peut vivre. C'était plus fort que moi, il fallait que je parte, donc je suis partie. Voilà, j'ai pris la fuite sans prévenir personne. Donc le matin, ben, j'ai pris mes 4 enfants avec les affaires que j'ai pu prendre. Et on a pris en catastrophe, ouais, on va dire en catastrophe. Je venais de la région parisienne. Et puis donc moi, par contre, je suis arrivée ici sur Belfort, je connaissais pas du tout, puisque moi je recherchais un centre d'hébergement en province pour pouvoir m'échapper un peu de tout ce que j'ai vécu, moi et les enfants, quoi. Ensuite, je suis arrivée ici dans l'appartement, et puis bon, c'est là que ça a commencé à réaliser, quoi, où est-ce que je suis arrivée, quoi. En plus, je suis arrivée la nuit, donc tu vois pas comme le jour. Et puis ça a été, c'est là que ça a été très dur, quoi. C'est jusqu'au point de ne pas pouvoir avaler ta salive, quoi. Toi, au niveau de ton mari, tu continues à avoir des contacts avec lui? Non, moi j'ai des contacts téléphoniques et puis je reçois des lettres. Une fois par semaine, je reçois une lettre. Bon, toujours les mêmes choses, qui regrette, qui me demande pardon pour tout ce qu'il a fait et dit. Et qui veut tout faire pour me récupérer. Alors bon, je constate qu'il est plein de bonne volonté, mais moi j'ai plus confiance du tout, quoi. Il est allé beaucoup trop loin dans ses gestes et dans ses paroles. Tu vois, au niveau du papa, il est resté 1 mois et demi, sans nouvelles. Et moi, il m'a retrouvée par une faute un peu judiciaire, puisque nous, on avait une procédure d'aide éducative sur la région parisienne. Et donc, automatiquement, ils ont prévenu le papa comme quoi que le dossier sera transféré sur Belfort. Et donc, lui, il est venu sur Belfort. Et je suis tombée pile au hasard un matin en ramenant ma fille à la halte garderie. Je l'ai rencontrée face à moi. Et donc, ça a été un choc assez dur, quoi, parce que plus je m'approchais et plus je le voyais, quoi. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Et bon, en fait, on a énormément discuté, tous les deux, quoi. Et puis bon, je lui ai dit mes projets, ce qui allait se passer aussi. Donc au fil des jours, c'était contact par téléphone. Et puis après, maintenant, il arrive qu'il descend de temps en temps sur Belfort. On se promène en ville avec les enfants. Les enfants sont très contents de le voir. Malgré ce qui s'est passé, je l'ai toujours dans moi, quoi. C'est très dur parce qu'on a quand même 4 enfants ensemble. Donc ça s'oublie pas comme ça. Ça s'oublie pas comme ça. Et puis les enfants, ils ont besoin aussi de leur père.
Donc on a décidé ensemble avec Anne de faire un travail, donc une aide psychologique, pour pouvoir puisque tout seul on n'y arrivera pas, donc pour pouvoir nous aider quoi, dans nos problèmes, quoi, dans nos difficultés. Alors aujourd'hui on va travailler sur les émotions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une émotion? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme émotion? La colère. La colère. Le rire, la joie, oui. Et puis la tristesse. Et puis il en manque une, importante. La peur. Oui, très bien. Vous allez commencer par la tristesse. Vous marchez, ouais, avec le regard décollé du sol. Ouais, vraiment triste. Encore plus triste que ça. Ouais, c'est ça, toute la tristesse. Oui, c'est très très bien. Ok, on va changer d'émotion. On va faire la colère maintenant. Tous les enfants hébergés par Solidarité Femmes ont été témoins des violences de leur père. C'est pour les aider à exprimer leurs émotions et souffrances que Guy a été engagé. Pour ce poste, l'association voulait un homme. Puis après, c'est de plus en plus fort. Oui, c'est ça, c'est bien. Respire. Oui, en colère, vraiment en colère. Oui. Et puis après, ça retombe. Ok. Les enfants, ils n'en parlent pas au départ. Il y a une certaine pudeur à aborder ça. Pour un enfant, c'est difficile de comprendre que son père puisse être en tort ou être coupable de quelque chose. Donc, c'est pas simple. Il y a des fois un soulagement. C'est-à-dire quand ils sont partis, qu'ils se retrouvent seuls avec la maman, une tranquillité qui est retrouvée. Donc l'absence est des fois vécue pendant un temps comme un temps de repos. Où la peur s'estompe, il n'y a plus de peur. Mais ça, c'est suivant chaque cas de famille, chaque cas d'enfant. Dans une fratrie, les enfants ne réagissent pas pareil. Il y en a qui pourront être en colère, puis qui vont le manifester. Il y en a qui seront terrorisés, dans une même situation, avec le même père. Alors, on finit par la peur. D'accord. Bon. Respire. Ouais, même quand on a peur, on respire. Sinon, on étouffe. Ouais. Encore plus que ça. Encore plus peur. C'est quelque chose qui te fait encore plus peur. Tu recules. Oui, c'est très bien. Eh bien, salut, Florence. Florence n'exclut pas de revivre un jour avec son conjoint, à condition qu'il accepte de suivre une thérapie. Régulièrement, elle fait le point sur sa situation avec la psychologue du centre. Donc, comme je te l'avais dit, j'ai téléphoné au papa des enfants qui m'a rappelé et je lui ai donc fourni les adresses sur lesquelles je m'étais engagée. Il m'a dit que tu l'avais appelé. Oui. Et donc que tu avais laissé les coordonnées d'un médecin qui était de la même origine que lui. Oui. Donc ça l'a rassuré aussi puisque c'était un homme. Donc ça aussi, il voulait que ce soit un homme. Mais donc là, on sent quand même qu'il est motivé à vouloir faire cette démarche, quoi. Comment tu le comprends? Parce que je lui ai fait comprendre que bon, que je repartirais pas comme les autres fois, n'importe comment, sans réfléchir, quoi. Et que bon, il faut qu'on trouve une solution aussi par rapport aux enfants. Ce qui est dur pour lui, c'est d'être dans cet appartement et qu'il se retrouve seul, quoi. Alors c'est vrai qu'on est souvent au téléphone, mais bon, pour lui, ça suffit pas, quoi. Des fois, j'aimerais qu'il m'appelle moins souvent pour qu'on ait plus de choses à se dire, quoi. Mais on sent qu'il a besoin, quoi. Il a besoin de... S'il peut appeler 3 fois, il appellera 3 fois, quoi. 3 fois par jour. Par jour. Bon, moi, je l'accepte pour l'instant parce que bon, je sens qu'il est pas bien. Et puis bon, quand je dis 3 fois, sur les 3 fois, bah, il va parler, sur une fois, il va parler aux enfants aussi. Donc, il en a besoin, quoi, hein, de parler aux gamins aussi. Autant que les enfants, ils ont besoin aussi de parler avec leur père, quoi. On dirait que c'est plus fort qu'eux, quoi. Il faut qu'ils interpellent leur père en disant, c'est quand tu viens, c'est... Je dirais l'aîné pas trop, la troisième non plus, mais le deuxième, c'est obligé, quoi.
Souvent, je crois qu'en effet, tu dois faire face à, d'une part, la pression exercée par le papa des enfants, conjuguée à la pression exercée par les enfants qui ont quand même bien envie de retrouver leur papa. Ah, mais c'est terrible. Hein. Ouais. Puis surtout quand t'as le père qui craque devant les enfants, quoi. Après, les gamins, quoi, ils craquent aussi. Tout le monde pleure, c'est le délire, quoi. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Il pousse, là. Allez, on met la musique pour Adrien. Allez, je te laisse appuyer de l'autre côté. On regardera les histoires. Est-ce que les enfants ont été témoins des violences que vous avez subies? Pour l'aîné, oui. Le petit, non, puisque lui, je suis partie, donc on était enceinte de lui, et lui n'a jamais vécu de scène de violence. Mais par contre, Dao, oui, puisqu'en fait, ça n'arrêtait pas son père. Sa présence ou son absence, il n'y avait rien qui l'arrêtait. Vers 14-15 mois, déjà, il était en mesure de comprendre énormément de choses. Donc j'ai préféré lui expliquer. Et je lui ai dit, écoute, papa était très méchant avec maman, et c'est pas possible, on peut pas vivre avec quelqu'un qui fait ça à sa maman, donc on n'est plus avec lui, et on est que tous les deux, et puis tous les trois. C'est très présent chez Dao, en fait, il suffit que je me blesse, ou que je me griffe, qu'il se passe quelque chose et que je puisse avoir une petite goutte de sang qui perle pour que Dao me demande si c'est papa qui a été méchant et si c'est papa qui m'a fait ça, quoi. Pour l'aider, mais je dirais presque pour nous aider, j'ai consulté le centre de psychothérapie des victimes, en fait, qui s'occupait de moi au départ. Donc je les ai vus pour Dao Valentin, parce qu'il avait tendance à voir tous les hommes comme étant des êtres méchants. Donc il y avait un point de ce côté-là à éclaircir. Et puis le point a été éclairci en 4 séances. Bon, mais je pense que la demande, en fait, va être constante, parce qu'il y aura l'évolution de l'âge qui fait que les questions vont plus être les mêmes, et puis les réponses qui seront apportées seront plus les mêmes non plus, quoi. Donc là, j'ai conscience qu'avec les enfants, ça sera en fait quelque chose au long cours, quoi. Mais en même temps nécessaire. Donc, Tu sais de quoi on parlait, Dao, là? Hein, de quoi on parlait, là, avec ta maman? Oui. Papa. C'est toi qui réponds, mais dis donc. Jour J pour Roselyne, qui a porté 2 fois plainte contre son ex-conjoint, mais les affaires sont jugées séparément. Le procès a lieu en correctionnel. La peine maximale encourue par Eduardo est de 5 ans d'emprisonnement avec des peines d'amende. Depuis 1 an, Eduardo est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat toutes les semaines. Bonjour madame. J'ai rendez-vous pour la 20e chambre pour une audience concernant salle 2. D'accord, merci. Aujourd'hui, c'est important parce que là, il s'agit de sanctionner les événements donc relatifs aux violences. Et ça, c'est ce qui marque le plus psychologiquement, physiquement aussi, puisque j'ai des séquelles de ces violences. Il faut que ça s'arrête, donc pour moi et pour les autres. Il ne faut pas que cet homme puisse continuer à perpétrer ces événements sans qu'il puisse être inquiété. Ce que vous souhaitez, c'est qu'il aille en prison? Éventuellement. Si c'est ce que décide le juge. Aujourd'hui, j'ai pas d'état d'âme vis-à-vis de ça. Comment vous vous sentez là, juste en ce moment? Là, quand même un peu anxieuse, quoi. C'est pas facile d'aborder ça. Et en fait, le temps est passé et il faut garder toujours présent à l'esprit pour pouvoir les raconter chronologiquement, etc., sans rien oublier les violences subies. Donc et c'est ce qui est le plus lourd dans ce type de procès, c'est qu'en fait, il faut garder en mémoire les événements, alors que c'est vrai que le fait de ne pas porter plainte et puis d'aller vivre ailleurs, loin, de s'enfuir, etc., peut-être qu'effectivement, ça fait oublier plus vite les événements. Mais alors que là, on est obligé de les ressasser. Là, on revient un petit peu à la case départ et quelque part, c'est un petit peu troublant, quoi. Avec son salaire de cadre, Roselyne n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle. Son avocat a été commis d'office par son assurance. Quant à Eduardo, il profite des aides. Pour sa défense, il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Sur le problème des femmes battues, qui est un problème grave, il me semble que ce dossier n'est pas vraiment exemplaire. Pourquoi?
parce que les torts dans cette affaire me paraissent tout à fait partagés. Vous contestez la réalité des coups reçus? Je conteste l'auteur des coups. Mais qui aurait donné les coups si ce n'est pas l'ex-compagnon de Madame... Ma foi, je l'ignore. Au dernier moment, Roselyne apprend que la Fédération Solidarité Femmes se porte partie civile. On doit être là pour montrer qu'on lutte contre les violences faites aux femmes, contre une problématique qui est constante, c'est que les femmes victimes de violences doivent quitter le domicile conjugal et donc les femmes se retrouvent à la rue avec les enfants en train de gérer des problèmes d'intendance exceptionnels, puisque dans le cas de Madame, on a une indivision et Madame rembourse l'emprunt, doit en plus se loger et se trouve dans l'obligation de loger son agresseur. Juste pour vous dire, ces hommes acceptent de se soigner. Dire qu'ils ont des difficultés et qu'ils acceptent de faire face à leurs difficultés. Le système judiciaire a bien admis qu'il peut y avoir un traitement pour les agresseurs sexuels. Il faut admettre que les violences intrafamiliales font partie d'une problématique très particulière, où il y a aussi une récidive, où il y a aussi un engrenage qui fait que ça monte, et ça peut aboutir à des meurtres, à des tentatives de meurtre, ou à des infirmités permanentes. Je crois que selon les statistiques, il y a une femme par semaine qui meurt. C'est énorme. Une heure plus tard, le procès est terminé et le verdict mis en délibéré. Monsieur le procureur a demandé 4 mois de prison ferme à l'encontre du prévenu. Voilà. Et des peines d'amende. C'est pas courant. Généralement, pour les violences conjugales, ce sont des peines avec sursis. Avec sursis simple ou parfois avec sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation d'un suivi psychologique ou d'une demande de désintoxication s'il y a des problèmes d'alcoolisme. Il n'a malheureusement pas repris l'idée que j'avais exprimée qu'il soit interdit de séjour sur la ville d'Asnières, ce qui aurait été une façon comme une autre de vous permettre de récupérer la jouissance de votre pavillon. Eduardo sera finalement condamné à 2 mois de prison ferme. Ce qui fait que l'on décide qu'il faut requérir de la prison ferme, c'est lorsque nous estimons que les mises en garde ont été faites, elles n'ont pas été suivies des faits, la situation se dégrade, il ne nous apparaît pas que le comportement est dû à un problème d'ordre psychiatrique ou psychologique, et donc il faut immédiatement mettre un coup d'arrêt. Pour ces procès, Roselyne a trouvé une alliée inespérée, l'ex-épouse d'Eduardo, dont elle a découvert l'existence tout à fait par hasard, alors qu'elle vivait encore avec lui. Oui, donc ça s'est passé comment? Le jugement, là, tu as eu les résultats? Alors, oui. Qu'est-ce qui a été décidé? Alors, la pension alimentaire, elle a été suspendue. Je sais très bien que je n'aurai jamais d'argent. Enfin, oui, c'est pas... oui. Je ne... Enfin, disons que... Non, oui, mais encore une fois, pour lui, c'est facile, quoi, en fait. Là, là c'est suspendu. Ah bah, bien sûr. Selon ses dires, il n'a pas d'activité professionnelle, alors il a tout intérêt à pas en avoir, en plus. Oui, bah oui. Donc, il va continuer à entretenir son insolvabilité. Oui. Il passe toujours au travers des mailles du filet. Aujourd'hui, donc, il est condamné à 2 mois de prison ferme en ce qui concerne les violences donc, produites sur moi. Et finalement, il a fait appel de la décision, donc ça suspend la prison ferme. Donc, il faut vraiment se battre. Mais il faut se battre tout le temps, et c'est épuisant, là. Alors, Roselyne, comment vous avez connu l'existence de Marie-Pierre? En fait, c'est quand j'ai découvert donc, cette cassette à la maison sur laquelle il était marqué mariage Marie-Pierre. Donc, là, j'ai donc découvert cette cassette, je l'ai regardée, et puis j'ai reconnu la mairie de Boulogne-Billancourt, et bien sûr, je l'ai vu lui sur la cassette, et puis Marie-Pierre, que je ne connaissais pas. Vous pensiez qu'il était célibataire? Ah oui, c'était la version qu'il m'avait donnée, et c'était celle qu'il avait donnée au notaire lors de la signature de l'acte d'achat, c'est la version qu'il a donnée à la banque pour la contraction du prêt, donc c'est la version que j'ai toujours eue, qu'il était célibataire et qu'il n'avait pas... aux impôts aussi. Voilà, aux impôts, puisque la déclaration de revenus qu'il établissait, il mettait dans la case de situation de famille, mais un C pour célibataire au lieu de D pour divorcé, donc bon... oui, ou même séparé. Après, oui. Mère de 3 enfants, Marie-Pierre s'est enfuie de la région parisienne pour se réfugier dans le sud-ouest. Harcelée par Eduardo, elle a accepté de témoigner à condition que ce soit dans un endroit anonyme. Donc j'ai retrouvé Marie-Pierre, mais on a retrouvé d'autres femmes victimes de ces violences.
Il y a eu d'autres tribunaux saisis d'affaires de violence pour lui. Il y a 5 femmes au total. 4 au moins. Oui, 5 femmes. Enfin, 5 femmes au moins. Connues, Que nous avons retrouvées et repérées, etc. Ouais. Et avec qui nous avons été en contact. Auparavant, il y a eu 2 condamnations avec sursis. Le problème, c'est que ce sont dans des juridictions différentes et que il n'y a pas de lien entre toutes les juridictions, c'est-à-dire à Bordeaux, on n'est pas au courant de ce qui se passe à Nanterre. Voilà. À Nanterre, on n'est pas au courant de ce qui se passe à Bordeaux et ailleurs. En fait, les connexions ne se font pas d'un endroit à l'autre. C'est que par nous. Et on se dit que le travail qu'on a fait là, que la justice aurait pu le faire, quoi. Une enquête policière aurait pu le trouver. Et lui, aujourd'hui, il agit en toute impunité. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir très précis de choses où il me dit, enfin, de ce qu'il disait. Il disait de toute façon, moi, il m'arrive jamais rien. Je paye pas ma pension alimentaire, il m'arrive rien. Je suis violent avec vous, il m'arrive rien. Et puis on continue comme ça, quoi. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il est pervers. Et ça, très peu de. Bon, c'est difficile à faire entendre ce genre de choses. Est-ce que la justice l'a reconnu, par exemple? Non. Non, puisqu'il a subi, dans les affaires pénales qui me concernent, une enquête psychiatrique qui n'a révélé aucune pathologie, même pas un soupçon de perversité. Moi, je lui avais suggéré d'aller voir un psychiatre qui parle sa propre langue, etc. Il est allé 3 fois, mais pour essayer de me reconquérir. Il n'y est pas allé pour se soigner. Quelqu'un ne peut pas être soigné de force. Donc, bon, tant que c'est pas lui qui aura pris la décision, ça ne servira à rien. Mais comment peut-on aider les hommes à se soigner? L'Association des femmes de Belfort a créé Parenthèse à la violence, une structure destinée aux auteurs de violences conjugales. Rares sont les hommes qui acceptent de se faire suivre. Oui. Il y a une disproportion de demandes, je dirais un décalage évident entre cette aide demandée par les femmes et cette aide demandée par les hommes. Parce qu'en ce qui concerne donc les auteurs de violences, chaque année, il y a une dizaine de conjoints qui viennent consulter à l'association. Nous recevons 400 femmes par an. Le décalage est parlant. Et je veux dire, il reste beaucoup de travail à faire. Et pourquoi ce décalage, d'après vous? Parce qu'il est très difficile pour un homme d'admettre qu'il est violent. Ils nient. Ils sont dans le déni complet. Donc, comment faire à part les obliger, quoi. Au Canada, la justice oblige les hommes à se faire soigner. Ils n'ont pas le choix, quoi. Je veux dire, ou ils vont en prison, ou bien ils se font soigner. Vous ne poussez pas à la rupture des couples, finalement? Absolument pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, ni le rabibochage, dans le sens que je ne cherche pas non plus à ce que le couple, il n'y ait pas de rupture. C'est vrai que nous pensons que dans des familles, dans des couples où la problématique de la violence conjugale est extrêmement importante, il est indispensable qu'il y ait une séparation pendant un certain temps, quitte d'ailleurs à ce que les anciens conjoints reprennent une nouvelle vie commune quelques mois ou quelques années plus tard. C'est vrai qu'en 81, lorsqu'on a créé Solidarité Femmes, nous étions des militantes féministes, pures et dures, et notre discours a évolué. Je pense qu'on ne peut pas dire il y a une femme, elle est battue, on va la soustraire à la violence, puis tout ira bien ensuite. Ce n'est pas vrai. On constate qu'il existe une transmission d'une génération à une autre, ce qui fait que nous sommes obligés de considérer la famille dans sa globalité, dans son intégralité. Je l'ai perdue en la frappant. Il est certain que le fait qu'elle soit partie a accéléré le fait que je fasse une thérapie. Quelque part, c'est aussi refuser d'admettre d'être victime de quelque chose qu'à un moment ou à un autre, on ne maîtrise pas, en fait. Franck est cadre supérieur. Il a vécu 11 ans avec une femme qu'il aimait passionnément, jusqu'au jour où, dans une crise de jalousie, il la frappe. Elle part le soir même. Depuis 4 ans, Franck suit une thérapie. Il a accepté de témoigner à condition qu'on ne le reconnaisse pas. Ce potentiel de violence, il n'était pas insoupçonné. J'ai grandi dans un univers violent. Pour moi, c'était quelque chose de chronique. J'avais un père qui me frappait facilement. C'est une des choses qui m'a appris, finalement. La violence comme... Basiquement, c'est la violence comme moyen de communication, d'une certaine façon. En plus, il était
on dirait aujourd'hui, assez démissionnaire comme père. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un de présent et puis c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à me diminuer, à m'amoindrir finalement dans ce que je pouvais être. Quoi, en fait. C'est quelque chose que je rejetais et que j'ai toujours rejeté, que j'évitais. Dès qu'il y avait une situation de violence ou une situation de tension qui pouvait exister, je faisais un grand détour, quoi, que ce soit physique ou que ce soit intellectuel. J'ai toujours évité toute idée de confrontation. Je préférais finalement ne pas trop imposer mes idées de peur d'être agressif, en fait. Je suppose qu'on a un contrôle de soi presque permanent, quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, sauf que le jour où ça lâche, on se demande d'où ça sort. Est-ce qu'on peut se dire un jour, ça y est, je suis guérie? C'est une grande question. Moi, je suis toujours encore en thérapie. Alors, l'espoir fait consulter. Déjà, être guéri, ça veut dire être malade. Je me considère plutôt comme quelqu'un de blessé que de malade. Sans que ce soit fondamentalement une question qu'on se pose en permanence, c'est quand même quelque chose que je pense ne disparaîtra jamais. Allez-y, rentrez. Les hommes violents sont d'abord des victimes, bien sûr, en tout cas pour la plupart, ce qui ne déresponsabilise pas leurs actes et ne les autorise évidemment pas à agir violemment. Il faut savoir qu'à peu près 80% des gens que nous recevons ont eux-mêmes été quand même d'abord victimes de violences, c'est-à-dire ont été témoins de scènes de violence conjugale, ou ont eux-mêmes été victimes directement de la violence du père ou de la mère d'ailleurs. En tout cas, ils se sont développés, ils se sont structurés autour de sentiments de peur, de la souffrance, d'un vécu difficile. Et donc, à partir de là, on peut comprendre qu'intérieurement, cette structuration soit, sinon psychopathologique, en tout cas produise des effets qui fragilisent la construction de la personnalité. D'accord? Tu veux? Pour Sylviane, la situation a évolué. Une fois par semaine, elle retrouve son mari dans un lieu public pour qu'il voie sa petite fille. Le droit de visite a été accordé par le juge aux affaires familiales. La pétulette. Parenthèse à la violence. Bonjour. Bonjour. Alors, Alain, vous avez souhaité me rencontrer. Hein. Je suis psychologue, psychothérapeute à l'association et je rencontre des hommes qui ont des problèmes avec la violence. Qu'est-ce qui vous amène à faire cette démarche aujourd'hui? À faire cette démarche, c'est déjà la demande de mon ami. Pour moi, le plus important, c'est de récupérer mon ménage. Je ferai tout pour ça. Ça dépend de qui, ça? D'une part, moi, puis d'une autre part, elle. Il se peut que ça soit pas évident, ça. Oui, j'en suis conscient. Qu'est-ce qui pouvait vous pousser à avoir des comportements de violence? Bon, moi j'avais un très gros défaut, c'est vrai que je rentrais tard du boulot, il suffisait que je tombe sur un copain, allez hop, au bistrot, on boit un verre, on appelle un autre, puis un autre. Puis rentrer à la maison, ma foi, c'était les engueulades. Et quand j'ai bu un verre, il ne faut pas me bousculer. La première fois, ça a commencé comme ça. On m'a poussé un coup, et puis voilà, c'est parti, quoi. Elle savait que quand j'avais bu un coup, il ne fallait pas me dire un mot de travers. Elle savait, pourtant, elle vous le disait, ce mot de travers. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle cherchait à vous provoquer à ce moment-là? Non, pas du tout. Non. Mais de toute façon, elle avait tout à fait raison. On n'a pas rentré dans des états comme ça quand on a une femme à la maison et puis un bibi. Et donc j'ai été très surpris de son départ. Ça m'a marqué énormément. Première chose que j'ai faite, je suis allé dans un centre alcoolologique pour me faire suivre.
Et donc j'ai stoppé l'alcool totalement. J'aurais dû le comprendre plus tôt. J'aurais dû écouter Sylviane, parce que combien de fois elle me l'a dit. Tu devrais aller voir quelqu'un, j'ai toujours refusé. Et puis voilà. C'est maintenant que c'est la catastrophe qu'il faut faire les démarches. Quoi. La catastrophe du départ. Oui. Et peut-être s'il n'y avait pas eu ce départ, il n'y aurait pas eu tout ce qui se met en place maintenant. Voilà, oui, tout à fait. Est-ce que ça fait un peu comme un électrochoc, quelque chose Ah oui, ça déclenche quelque chose? Ah oui, pour moi c'est quelque chose de terrible à vivre. Est-ce que votre épouse a porté plainte ou pas contre vous? Oui, oui. Et c'en est où ça, Ah ben, j'ai été jugé, j'ai fait ma peine. Vous avez eu une peine de combien? 2 mois. Ferme. Comment vous avez vécu ça? Très mal. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous disiez quand vous étiez incarcéré? Oh ben, ça y est, ça tourne dans la tête hein, quand c'est comme ça. C'est long, c'est pas de nouvelles. Après, vous avez revécu avec Sylviane? Oui. Elle vous avez pardonné? Comment ça s'était passé? Elle m'a pardonné, je ne sais pas. Elle m'a jamais dit qu'elle me pardonnait. Hein. Je comprends. Je comprends tout à fait. Vous pensez qu'elle tient à vous? Je peux pas vous répondre. Je pense, oui. Mais je pense qu'on se reverrait pas autrement. Elle n'aurait pas cherché à me revoir. C'est elle qui a cherché? C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui vous a appelé? Oui. Je vais voir un médecin moi aussi parce que ça va pas trop quoi. Je sais pas, j'ai une baisse de morale. J'ai besoin de parler quoi. Savoir ce que je peux faire, ça peut m'aider quoi pour la suite. Ce week-end on se voit? Je sais pas, on verra. En fait, personne ne sait qu'on se voit. Hein. Ça regarde personne, de toute façon. C'est nos problèmes à nous. Non? Là, c'est grand pour décider, savoir ce qu'on a à faire. Oui. Ouais. Et moi, je pensais pas que ça voulait prendre une tournure comme ça, quoi. Franchement, non. Hein. Écoute, c'est pour arriver à quelque chose de bien. Ça en vaut le coup. Non? Tu crois pas? Ça, pour l'instant, je sais pas trop quoi décider. Je suis perdue. Je suis perdue. Tout le monde me déconseille d'envisager quoi que ce soit. Et puis comme tu as toujours écouté les autres, jamais moi. C'est pas vrai. Non. Non, mais parce que c'est pas assez turé. Ah non, mais je réalise bien. Ça, faut réfléchir, quoi. Oui, non. Quand j'ai pris la décision de partir de Groen, ça a été mûrement réfléchi. Hein. C'est que j'estimais que c'était nécessaire, quoi. Au fond de moi, il fallait que je le fasse. On va essayer de remonter la pente. Sans voir trop loin, quoi. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je sais plus ce qu'il faut que je pense. Je sais plus. Tu crois qu'il faudrait reprendre à zéro de but en blanc, comme ça, tout de suite? Je sais pas. C'est toi qui décideras, de toute façon. Eh ben, moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que ça se reproduise un jour si on se retrouve ensemble. Mais non. Quoi, mais non. Parce que non, j'ai pris une décision. C'est arrivé plusieurs fois, Alain. Oui, je sais. J'ai pris une décision, ma décision est ferme et définitive, c'est tout. C'est clair? D'arrêter l'alcool. C'est clair. Tu crois que c'est à cause de c'est dû à l'alcool seulement que t'as agi comme ça? J'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais pas déjà dû rentrer à des heures tardives comme je suis rentré. J'aurais pas. Qu'une femme elle pourrait supporter ça. Son mari rentre dans un état lamentable, puis se fasse insulter toujours gratuitement comme ça, hein, puis parfois taper.
On peut en rigoler aujourd'hui, c'est vrai, des fois ça me fait rire. Non, mais quand j'y pense, faut pas en rigoler. ça fait mal. Hein. En ce moment, la petite, elle arrête pas de te réclamer. Depuis lundi, là, non, ça la perturbe hein, de quelque part, la petite. Hein. C'est sûr. Il n'y a plus qu'on se voit. Empêche-moi de voir ma fille et puis là, c'est le bouquet final. Mais non, je suis pas comme ça. J'ai quand même un cœur, hein. Malgré tout. Que j'aurais pu parce que je suis partie, j'étais tellement en colère. J'avais la haine, quoi. Aujourd'hui, je suis plus en colère. Apparemment, toi non plus. Pas de raison que je suis en colère. Pour Roselyne, le combat judiciaire continue. Elle est convoquée devant le juge aux affaires familiales. Bonjour, je suis convoquée à 16h devant le cabinet numéro 3. Oui. Merci. Mais pour une fois, elle n'est pas seule au tribunal de Nanterre. Elle retrouve Soraya, une ex-concubine d'Eduardo, convoquée devant le même juge, ce qui n'est bien sûr pas un hasard. Roselyne a convaincu Soraya de mener une action commune. C'est une surprise, ça, parce que j'étais persuadée qu'il n'y aurait pas. Oui, c'est ce que je vois aussi. Lui qui veut toujours paraître beau et tout, je trouve qu'on a meilleure forme que lui. Quoi. Vous avez donc toutes les deux un fils à peu près du même âge, en fait, c'est ça? Oui, à 6 mois d'intervalle, parce qu'en fait, ce monsieur, il s'avérerait qu'il a une bonne dizaine d'enfants sur le territoire français. Et bon, oui, il y en aurait 14. Les policiers en ont trouvé 14. On s'est rencontrés parce que moi, il m'a enlevé mon fils dans la rue. Et il l'a recueilli chez Roselyne, dont je connaissais l'existence. Et puis, donc la première fois qu'on s'est vu, ça s'est pas bien passé, c'est normal. Et donc avec le temps, j'ai réfléchi et voilà, j'ai voulu qu'on se batte ensemble. On s'est dit que ce serait bien. Ça serait bien de faire une action le même jour, à la même heure, devant le même juge. Et on est venu ici, on a été reçu par une jeune femme qui est donc greffière et qui nous a dit, bah, écoutez, je vous garantis rien, mais on va essayer. Et puis on a eu gain de cause et quand on a reçu le papier, on a sauté de joie toutes les deux et on s'est dit, bon, on a gagné quelque chose. Vous avez porté plainte maintenant? J'ai porté plainte et pour l'instant, pas de nouvelles. Donc j'attends. Ça a été très dur. On ne se remet pas comme ça de 3 ans de calvaire. Donc ça met autant de temps pour s'en remettre. Ouais, pratiquement le même temps que ça met pour s'en remettre. Et le petit confort fragile que j'ai envie de le garder, tout simplement. Et j'ai envie de me battre pour être tranquille. Voilà, c'est mon influence. Ah, d'accord. Vous avez bien donné confiance. Bon courage, Soraya. Première confrontation entre Soraya et Eduardo. Soraya demande qu'il soit déchu de ses droits paternels. Puis c'est le tour de Roselyne qui a porté plainte pour non-paiement de la pension alimentaire. Elle demande aussi l'annulation du droit de visite qu'Eduardo n'a jamais exercé. Alors la décision se sera rendue le 10 février. Comment c'est le 10 février? Voilà. Et la juge, elle a compris? Elle a très bien compris. Ça a vraiment permis à la juge de cerner le personnage. Ça a complètement déstabilisé, ça. Ouais. Qu'est-ce qui va déstabiliser, vous pensez? Ben, c'est le fait d'avoir 2 affaires qui se suivent et avec la même personne. Et elle a craqué, elle a entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'elle a fini par lui dire, écoutez monsieur, permettez-moi de vous dire que vous êtes un parasite. Vous avez ici 2 femmes qui ont été victimes des mêmes choses par rapport à vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de vous faire passer pour la victime, mais apparemment, ces 2 femmes se portent mieux sans vivre avec vous. Bon, il a tendance à pleurnicher. Elle ne s'est pas laissée impressionner par ça. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça fait pas très longtemps que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les gens se laissent plus duper par lui. C'est quand même un phénomène récent. Vous le sentez alors? Lui, comment je le sens, je le sens très déstabilisé. Je pense qu'il va nettement moins bien que nous, mais tant mieux parce que à une époque c'était vraiment l'inverse. Et bon, il s'estime cerné et il dit bon là maintenant voilà c'est un coup monté, c'est etc. Enfin bon, il veut apparaître comme étant la victime, quoi. Finalement, le juge accorde un sursis de 6 mois à Eduardo pour toutes les demandes le concernant.
Mais pour Roselyne, le plus dur est à venir. Dans quelques jours va s'ouvrir le plus difficile de ses procès. Exténuée, elle a demandé le soutien de la Fédération Solidarité Femmes pour qui l'affaire est exemplaire. L'enjeu, briser le mur du silence qui entoure la plus grave des violences faites aux femmes battues. Cette affaire qui passe le 1er mars, il s'agissait d'une histoire de viol, si je me souviens bien. Une histoire de viol accompagnée de coups et blessures. Assez grave. Grave, oui. Oui, puisque j'étais enceinte au moment des faits. Oui. Donc le lendemain, je suis allée voir les policiers et eux ont dénommé ça comme ça, quoi. Et fin décembre, donc l'instruction est close et là, on apprend que, en fait, il y a une requalification des faits en violence volontaire sur personne vulnérable, puisque enceinte au moment des faits, situation connue de l'auteur. Là, et plus d'agression sexuelle ni de viol? Non, ni même une agression sexuelle. C'est pas même classifié dans ce registre-là. Alors que dans le dossier, il y a un certificat médical faisant état, je pense, de rougeur de la fourchette. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les certificats médicaux de viol. C'est étonnant. C'est étonnant, mais je crois qu'on n'a pas voulu entendre le fait qu'une ex-concubine pouvait être victime d'un viol de la part du père de son enfant. Je crois que c'est encore quelque chose de très tabou. Toutes les scènes de violence se terminaient par une relation, donc ça veut dire, et qu'on ne désirait pas forcément, puisque les mains qui vous ont tapé 5 minutes plus tôt et pendant toute la nuit, qui vous sollicitent pour une relation sexuelle après, c'est clair que vous voulez même pas en entendre parler, mais vous vous dites, si je le fais pas, ça va encore pleuvoir au niveau des coups pendant un certain temps, donc on peut pas lutter, et puis on est chez soi, on est dans un vase clos, on peut rien faire. Il faut avoir des actes de torture, subir des actes de torture et de barbarie, accompagnés du viol, pour rencontrer une condamnation pour des faits de viol entre conjoints ou entre concubins. On a l'impression que le lien de parenté crée une immunité pour l'agresseur, au lieu d'être une circonstance aggravante. Reste pour Roselyne un problème non résolu, celui de son pavillon. La préfecture de Nanterre a ordonné qu'elle soit expulsée de son appartement. Alors je porte plainte, mais ça ne résout rien de mon problème en fait matériel. Parce qu'en plus les policiers, quand je suis allée les voir, ils m'ont dit mais madame, on va vous mettre dans un foyer. C'est insensé, on vous propose de vous héberger dans un foyer, quoi. Alors que vous avez un bien que vous payez, dans lequel vous êtes, et qu'en plus la personne qui est dedans exerce des choses qui sont pénalement condamnables, mais c'est vous qui vous retrouvez dans la situation dans laquelle lui devrait se retrouver, quoi. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il faut que j'aille à l'assaut de ma maison? Il faut que j'aille m'enchaîner aux grilles du tribunal? Il faut que j'aille... Je ne sais plus ce que je dois faire, quoi. Parce que là... C'est vrai qu'un des points qu'on avait imaginé, c'était d'aller avec vous à plusieurs et d'investir cette maison. S'il y a un rapport de force réel qui se met en place globalement avec tout un tas de personnes, c'est ça qui peut faire aussi faire que lui se dise là je ne vais peut-être pas gagner. Hop là. Je prends le marteau. Un marteau pour faire sauter les cadenas et c'est finalement avec le soutien de la justice que Roselyne retourne dans sa maison. Ouais, vas-y, lâche, c'est bon. En juillet, alors que plus personne n'y croyait, le tribunal de Nanterre décide d'interdire l'accès du pavillon à Eduardo en modifiant son contrôle judiciaire. Après 2 ans de bataille acharnée, Roselyne rentre enfin chez elle, accompagnée de 3 policiers qui ont refusé d'être filmés. Qui est venu récemment? Bon, ça c'est à moi, ça c'est à lui. Il est encore là lundi, et nous sommes mardi. Mardi 11. Lundi 10, c'était hier. Les fruits qui sont tout neufs. Ça me stresse encore un peu plus de savoir que c'était hier. Pourquoi on traite comme ça? C'est de la peur? Ouais, c'est de la peur. Ça veut dire qu'effectivement, il est capable de revenir, quoi. Et il va falloir que j'ai le temps d'appeler la police quand il va revenir. Ça, ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir comment je peux faire pour téléphoner aux autorités, quoi. Il y a des affaires à lui, quoi. Tout ça, c'est à lui, ça, c'est à lui. Sauf la télévision, parce qu'elle était dans la maison. Et bon, là c'est clair que... De toute
ça, c'est bien. Ouais, tout ça c'est à lui et ça c'est vraiment, ça c'est des trucs, ça va dans une cave quoi, ça n'a rien à faire, ça a rien à faire là quoi. Donc il faut trouver une solution et vite. Viviane, c'est Roselyne. Et je sais pas trop par quel bout commencer là, tu vois. Ben, je sais pas, c'est au-dessus de mes forces, quoi, tout ce qu'il y a là. C'est au-dessus de mes forces, tout ce qu'il y a là, quoi. C'est... Voilà, en fait, c'est une des premières larmes de ces 2 ans, quoi. Et en fait, quand Viviane me parlait, je me disais, oh, je vais régler la dette à l'appartement et je reste là-bas, quoi. Et après, je me dis, bah non, quoi, il faut continuer, quoi, il faut repartir, donc... mais... Ouais, heureusement qu'il y a il y a des personnes à qui je peux téléphoner pour me ressourcer parce que c'est important, quoi. Puis bon, après ça passe et là c'est reparti, quoi. Mais bon, c'est dur, c'est dur. Pour le déménagement, Roselyne fait appel aux amis, mais aussi aux militantes de l'association. Tiens. Deuxième voiture, allez, on les gare. Tu peux aller garer ta voiture, Martine. Ouais, c'est bon? Ouais. Je vais pas laver par terre quand même. Non, mais dans la chambre. Ah oui, non, il faut, oui, c'est ça, pour prendre les chaussures. Voilà. Bon courage. Ben oui, ça fait du bien. Hein. Non, mais ça fait du bien de manger chez soi, en fait. Chez soi, de se dire je suis chez moi et je mange dans ma maison. Ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas mangé là. Donc, et j'en rêvais. Bon, maintenant c'est arrivé. Alors, la prochaine étape, c'est que je rêve que le sapin de Noël soit dans ma maison. Parce que, en fait, j'ai acheté cette maison un 26 décembre, donc je n'y ai pas passé Noël. Et en fait, j'ai jamais eu le temps de passer Noël dedans. Décembre 97, je m'étais enfuie pour la première fois. Décembre 98, donc j'étais partie pour de bon. Et décembre 99, j'étais dans l'appartement. Tu n'as jamais passé Je Noël? n'ai pas jamais passé Noël dans ma maison. Et ton deuxième fils ne connaît pas la maison? Non, mon deuxième enfant ne connaît pas la maison. Barre de protection sur les volets, système de télésurveillance. Pour tourner la page, Roselyne a besoin de se sentir enfin en sécurité. Voilà, tu vois, je t'ai installé ton bureau, ici. Tous les coffres à jouer, comme à la maison. Comme à l'appartement. D'accord? Oui? Tu es content de retrouver tes jouets? Alors, Adrien, viens là, mon amour, que je t'explique. D'accord? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on est dans une nouvelle maison. Et tu as vu, je t'ai mis tous tes jouets, le bureau. Non, maintenant c'est fini, Dao. Papa, il habite dans une autre ville. Il n'est pas ici. D'accord? Il habite dans un autre endroit. Maintenant, c'est nous qui habitons ici. D'accord? Hein? Roselyne. Oui? Viens, on arrose. Tout le monde sort de la maison. Si jeudi, il n'y avait pas eu cette décision de dire le contrôle judiciaire s'applique à cette maison, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Le commissaire, lui, avait autorité de m'expulser, avait l'ordre de m'expulser. Je ne sais pas où je serais. Et donc jeudi, c'était la dernière carte qu'on abattait. Soit ça passait, soit ça cassait. Chine, à la victoire. À la victoire. À la victoire. À la victoire. À la bataille gagnée, mais pas la guerre. Tiens, maman. Ah oui, avec Chine. Bah oui, Chine. Chine à toi. Chine, à la maison. Chine avec toi. T'en veux plus? D'accord. Chine.